Eh ben, on va reprendre. Je vous propose de vous installer. Je me fais un plaisir de vous dire que dans le cadre du ministère de la Santé, j'espère, ces temps de forte chaleur, j'espère que vous êtes suffisamment hydratés pour pouvoir continuer nos travaux. Et du coup, nous avons nos deux intervenants et nous allons commencer par Madame Vicente Zuto et Monsieur Pham sera en visio. Donc on va attendre en fait que les participants quand même s'asseyent. On va le faire. On commence. Bon. Je recommence. On annonce. Hydratez-vous. C'est pareil. En amphi, c'est pareil. Merci de vous rasseoir, s'il vous plaît, pour qu'on puisse commencer. Alors, donc nous continuons toujours la deuxième partie de la table ronde de l'évaluation à l'accompagnement, la question de l'évaluation. De façon à ne pas prendre trop de retard quand même pour le reste de cette fin d'après-midi. C'est bon, les gens, très bien. Je continue à animer, à répéter, de dire que donc nous continuons l'avant-dernière table ronde de cet après-midi autour donc de l'évaluation à l'accompagnement, la question de l'évaluation. Et je vous propose... Alors, il y a encore... Ça rentre. Hein. On y va? Comment? Oui, bah écoutez, là on va continuer les tables rondes et puis ça sera dans les questions par la suite. Hein, donc... bah écoutez, Madame Vicente Zuto, je vous propose de commencer. Si vous voulez que je lis la question, comme ça permet aux gens de s'asseoir. Donc la question qui vous avait été posée, c'était comment évaluer le discernement et le consentement? Y a-t-il des spécificités pour les enfants et les adolescents présentant un trouble du neurodéveloppement ou en situation de handicap? Merci, à vous. Parfait, je vous remercie beaucoup. Désolée de prendre la parole en cette fin de journée, hein, c'est l'horaire qui veut ça, mais j'espère capter votre attention pour ces 10 minutes chrono qui démarrent sur cette question relative aux troubles neurodéveloppementaux. Avant de commencer ma présentation, remercier le comité d'organisation pour cette invitation très intéressante. Et puis donc je suis professeure associée à l'unité de psychopathologie légale à la faculté de Mons, de psychologie à Mons en Belgique, donc mon accent aussi peut-être. Alors, les troubles neurodéveloppementaux est une vaste question à laquelle, de manière très frustrante, je dois effectivement très synthétiquement approcher cette question aujourd'hui. Il s'agit donc d'un ensemble de troubles pour lesquels les nosographies sont assez d'accord pour se dire que finalement elles sont d'origine neurodéveloppementale. Elles vont donc entraîner un défaut de maturation du cerveau qui va de fait engendrer chez ces personnes des difficultés au niveau cognitif, comportemental et adaptatif. Ces difficultés, elles vont être durables, c'est-à-dire tout au long de la vie, et vont donc, à un moment donné, poser cette situation de handicap à laquelle la personne va être confrontée. Pourquoi parler des troubles neurodéveloppementaux en psychologie légale? Eh bien parce que j'ai fait mes travaux de thèse dessus. On sait notamment qu'ils sont surreprésentés dans la justice pénale, que ce soit au niveau en tant que victime, ou en tant qu'auteur d'agression. Et principalement chez les auteurs mineurs d'infractions à caractère sexuel, on va retrouver deux grands troubles neurodéveloppementaux que sont la déficience intellectuelle et le trouble de spectre de l'autisme, sans oublier aussi d'autres troubles comme le TDAH par exemple.
Une des difficultés de l'approche de ces troubles neurodéveloppementaux dans l'évaluation diagnostique que l'on peut avoir de ces patients, c'est le chevauchement symptomatologique, eu égard aux fortes comorbidités qu'on peut retrouver entre les troubles et pour lesquels on a parfois du mal à savoir à quel trouble s'associe tel et tel symptôme. Alors, les déficits cognitifs, les difficultés sociales qui vont en découler, mais aussi la vulnérabilité de ces personnes face aux stress sociaux qui engendrent aussi des hautes prévalences de troubles mentaux associés, vont favoriser dans certaines situations l'apparition de comportements sexuels problématiques ou inappropriés. Toutefois, si on sait qu'ils présentent des comportements sexuels problématiques, il est parfois très compliqué de tracer la frontière entre un comportement sexuel réellement déviant ou un problème de trouble du comportement mal ajusté aux exigences sociales. Et donc, au regard de leur caractère vulnérable, mais aussi de leurs difficultés cognitives communicationnelles, il ressort de manière générale, depuis maintenant une trentaine d'années dans la littérature, qu'il est nécessaire de développer une évaluation large, multidimensionnelle de ces personnes pour mieux appréhender leurs compétences, leurs forces, mais aussi leurs faiblesses et leurs difficultés, pour pouvoir ajuster la prise en charge tout au long de leur vie, et particulièrement quand ils sont insérés dans le système judiciaire. Au niveau des mineurs, il est particulièrement important de se poser cette question diagnostique parce que force est de constater que trop souvent, ils arrivent dans le système adulte en n'ayant pas été clairement identifiés et donc pour lesquels on n'a pas pu précocement mettre les aides suffisantes pour une meilleure adaptation sociale. Alors, pour revenir à la question qui m'était posée sur le discernement, force est de constater qu'a priori, il y a peu d'outils cliniques, voire aucun, vraiment validés pour évaluer clairement la notion de discernement. Et donc, on a une tendance remarquée de s'ajuster tout le temps au jugement professionnel clinique, au jugement clinique, au détriment parfois d'un peu d'une fiabilité sur le profil de ces personnes. Pour revenir sur la notion de discernement, finalement, elle se met sur le même continuum que la notion de consentement. Le discernement, c'est vraiment une capacité, finalement, de juger une situation, d'en distinguer les différentes alternatives et de réguler son comportement face à cette situation pour faire, idéalement, le bon choix. Elle va donc supposer des éléments relatifs à de la compréhension, de l'anticipation et la conscience aussi du caractère légal ou illégal du comportement. Discernement et consentement sont donc finalement une activité mentale qui vont reposer sur deux grands aspects. D'une part, les capacités cognitives. Est-ce que je suis capable de comprendre, de raisonner logiquement, de faire preuve d'abstraction, mais aussi d'aller rechercher en mémoire des connaissances relatives aux normes sociales et juridiques. De l'autre côté, des capacités volitionnelles, c'est-à-dire eu égard à mes compétences et mes connaissances, est-ce que je suis capable de contrôler mon comportement face à une situation ? Dans le discernement, on n'oubliera pas non plus d'envisager la notion d'un trouble mental qui peut affecter d'autant plus cette notion de discernement. Alors, je vous le disais, évaluer le discernement et le consentement, on n'a pas vraiment d'outils spécifiques pour évaluer ça chez les mineurs, en tout cas pas à ma connaissance, pas d'outils standardisés et de normes cliniques, mais on a quand même un ensemble finalement de recommandations issues de la littérature, surtout ces 15 dernières années, qui recommande, lors d'un entretien avec la personne, de pouvoir évaluer sa compréhension de la nature de l'acte qu'il a posé, les conséquences, les avait-il envisagées, a-t-il intégré finalement les normes juridiques, etc., relatives à son comportement, mais aussi a-t-il des connaissances plus larges au niveau de la compétence sexuelle, finalement, du comportement sexuel, c'est-à-dire est-ce qu'il sait qu'il y a un risque de grossesse, de maladies sexuellement transmissibles, etc., etc. Et donc, dans ce cadre-là, en vue de l'absence d'outils, finalement, il est nécessaire d'évaluer le passage à l'acte de manière plus large, en allant rechercher notamment qu'est-ce qui s'est joué au moment de l'acte. Alors, chez les auteurs de violences sexuelles, en général, on a tendance à penser aux paraphilies, sauf que chez les personnes qui ont des troubles neurodéveloppementaux, leurs prévalences ne sont pas clairement établies, et il y aurait même une hypothèse selon laquelle ils auraient moins tendance à présenter ce type de diagnostic et que plutôt les passages à l'acte problématiques seraient plutôt liés à un manque de connaissances sexuelles. Ça a été largement évoqué aujourd'hui d'ailleurs, notamment en lien avec certaines théories qui ont été proposées pour la déficience intellectuelle particulièrement. Alors on peut recourir aussi pour l'évaluation du discernement du coup, à se dire j'évalue le processus mental sur base des capacités cognitives et volitionnelles. Pour les capacités cognitives, depuis maintenant une vingtaine d'années, on sait que l'évaluation des fonctions intellectuelles est fortement portée sur la notion de quotient intellectuel, mais de nombreux auteurs
dans la littérature sur les troubles neurodéveloppementaux, décrit le fait que le QI est trop limitatif et ne donne pas une image claire du fonctionnement de la personne, et que donc il est plus approprié d'aller vers une approche neuropsychologique qui a une valeur ajoutée significative chez ces personnes-là, parce qu'elle permet une appréciation plus fine de leur fonctionnement cognitif. Pour évaluer les capacités volitionnelles, eh bien, effectivement, il existe certaines échelles que j'ai proposées sur base d'un article de collègues qui avaient fait une recension de la littérature. Cela doit se jouer finalement dans une évaluation plus générale, dans un entretien clinique plus général, et doit aussi s'appuyer, vous le voyez, sur l'évaluation des fonctions exécutives. Donc finalement, l'évaluation des capacités volitionnelles à elle seule ne suffit pas, elle doit s'appuyer aussi sur la compréhension du comportement cognitif et adaptatif de la personne. Pardon, j'ai été un peu vite finalement. On n'oubliera pas, je l'ai dit, à évaluer les comorbidités psychiatriques. Trop longtemps, la psychiatrie a pensé que les personnes qui avaient un trouble neurodéveloppemental ne pouvaient pas présenter de troubles mentaux, pensant que c'était une exclusion automatique, finalement, des diagnostics. Alors qu'à l'inverse, depuis maintenant une vingtaine d'années, on démontre clairement qu'il serait même tendance à présenter plus de troubles mentaux au regard de leur vulnérabilité à gérer les stress sociaux. Et donc, dans ce cadre-là, il faut aussi envisager la présence d'une comorbidité psychiatrique qui va engendrer une difficulté complémentaire dans la notion de discernement. En complément de mon rapport, je voulais attirer l'attention également sur l'importance, lors des entretiens avec des personnes qui ont des troubles neurodéveloppementaux, au regard de leur faible capacité cognitive et notamment communicationnelle, dans un milieu où on travaille beaucoup sur le verbal en psychiatrie finalement. Ils ont un manque d'insight, des problèmes de mémoire pour resituer les événements, etc. Et donc il est nécessaire d'adapter nos entretiens, savoir comment poser clairement une question, ne pas induire la réponse, faire attention à certains biais d'acquiescement notamment. Et donc, on devra aussi faire un travail de triangulation des sources. Enfin, je voulais vraiment clôturer, parce que ça, c'est un enjeu que nous avons également en Belgique, c'est clairement attirer l'attention sur la nécessaire formation des professionnels. De nombreuses études ont été formulées ces dernières années et démontrent que les professionnels, même s'ils ont plusieurs années d'expérience dans le milieu de la déficience intellectuelle, du trouble du spectre de l'autisme ou des troubles neurodéveloppementaux en général, présentent des difficultés à mener clairement un entretien clinique, à savoir comment finalement formuler ces questions et avoir une évaluation ajustée. Et donc il est nécessaire de proposer aussi des formations adéquates pour les professionnels qui travaillent dans ces milieux-là, pour mieux évaluer la notion de discernement finalement et du consentement, et donc mieux aussi mettre en place les programmes de formation. Et pour ma part, je recommande également de former l'ensemble finalement des intervenants du secteur judiciaire. Ça va dès l'entrée au secteur judiciaire à la police, les magistrats, les avocats, mais aussi les professionnels de santé, puisque finalement, les policiers doivent savoir mener clairement un entretien, les magistrats également, pour ne pas induire aussi chez ces personnes des biais d'acquiescement ou, comme je l'ai dit, des problèmes de restructuration de leur mémoire qui est déjà un peu fragile. En conclusion, c'était une question relativement large et il est frustrant de terminer sur ces quelques minutes, mais on retiendra quand même que l'évaluation du discernement du consentement sexuel nécessite finalement une approche complexe, probablement pluridisciplinaire, avec une approche diagnostique qui doit se déployer de manière multidimensionnelle. Il y aura notamment chez les mineurs l'enjeu de pouvoir l'évaluer le plus tôt possible, le repérer le plus tôt possible pour mettre en place des programmes de prise en charge qui soient les plus adéquats et éviter surtout, c'est un peu notre principe, en tout cas chez nous en Belgique, la protection sociale, c'est-à-dire d'éviter la récidive. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Madame, pour le rapport et votre présentation. Nous souhaitions revenir sur un point. Vous avez évoqué à plusieurs reprises, et dans le rapport écrit, et vous venez de le dire, qu'il n'y avait pas d'outils spécifiques pour justement évaluer le discernement et ensuite le consentement, parce que le consentement suppose aussi le discernement. Notre interrogation était celle de savoir si fixer des seuils d'âge pourrait être un outil intéressant d'après vous. Et je fais référence notamment évidemment au Code de justice pénale des mineurs qui maintenant fixe un seuil de présomption de non-discernement en dessous de 13 ans. Est-ce qu'éventuellement vous pensez que cet âge pourrait être utilisé aussi pour fixer à la fois d'abord l'évaluation du discernement pour vous, mais d'un autre côté aussi pour éventuellement réfléchir le consentement, ou plutôt le défaut de consentement, et se dire qu'on pourrait aussi avoir un critère d'âge qui serait autour de 13 ans ou un autre seuil d'âge qui vous semblerait plus opportun?
Alors, excellente question à laquelle je vais répondre à chaud. Je pense que c'est compliqué parce que les troubles neurodéveloppementaux vont engendrer des difficultés cognitives et adaptatives très variables d'un individu à l'autre, en fait. Et je parlais des limites du quotient intellectuel. J'ai moi-même eu le cas où j'ai 2 patients qui ont un QI de 56, mais qui fonctionnent tout à fait différemment et qui ont des connaissances aussi de la vie sexuelle tout à fait différentes. Donc la notion d'âge me semble éventuellement une piste à envisager, mais ne me semble pas régler l'ensemble de la solution. Et j'en veux pour preuve notamment qu'au niveau de la Belgique, dans les expertises judiciaires chez l'adulte, parce que nous on a un code de protection de l'enfance, donc ils ne sont pas pénalisés quand ils sont mineurs, mais au niveau de l'âge adulte, lorsqu'ils commettent des faits à caractère sexuel, généralement il y a comme un gentleman agreement pour se dire que les experts envoient plutôt vers l'internement avec la nécessité de développer. Donc même à l'âge adulte, finalement, on a du mal à se dire qu'est-ce qui doit être acquis ou pas acquis selon l'âge, finalement. Donc je pense que c'est une piste qu'on pourrait envisager éventuellement, mais je ne suis pas convaincue que ce soit peut-être la seule solution à cette question-là. En tous les cas, par contre, je réfléchis en même temps que je vous réponds, peut-être que la notion d'âge pourrait se dire qu'on développe un certain nombre de compétences attendues, en tous les cas, et que ça peut être utile notamment pour la prise en charge, moins peut-être pour l'évaluation du discernement. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Tout à fait. Merci parfait. Beaucoup. Il y a une deuxième question dans le comité d'audition. Oui, vous parlez de la question de la formation. Je voulais savoir, peut-être depuis la Belgique, est-ce que les formations sont obligatoires? Est-ce que la formation professionnelle est basée là-dessus? En France, ce n'est pas le cas. Et je voulais savoir si vous pensez que ça peut être quelque chose une piste. Alors ça se développe en Belgique, effectivement. Alors peut-être plusieurs éléments pour répondre à votre question. Tout d'abord, la reconnaissance chez nous du titre de psychologue clinicien, mais aussi d'un autre titre qui est celui d'orthopédagogue clinicien. Donc ces orthopédagogues sont clairement formés pour la prise en charge des personnes qui ont des troubles neurodéveloppementaux. Et l'objectif à terme, c'est de pouvoir intégrer aussi ces orthopédagogues dans la prise en charge des personnes pour venir complémenter les équipes pluridisciplinaires. Donc ça, c'est une piste actuellement en réflexion en Belgique. On voit d'ailleurs en Belgique que la neuropsychologie, c'est un maintenant dans le champ médico-légal depuis quelques années. Donc on voit vraiment une association pluridisciplinaire de plus en plus large autour des professionnels de la médico-légaux. Je ne suis pas convaincue qu'on puisse former tout le monde à tous les troubles, c'est un peu compliqué effectivement, mais en tous les cas, ça peut être une piste. Et puis, il y a la question des cursus initiaux aussi. Si je prends notre exemple, nous, on sensibilise nos étudiants, mais un cursus initial n'est pas extensible, et donc ça limite, c'est une information. Et donc, effectivement, on renvoie vers l'obligation professionnelle de respecter le code de déontologie qui dit qu'on doit se former, et a priori, on ose supposer que nos étudiants sont suffisamment alertes pour se dire que s'ils sont au contact de ces personnes déficientes intellectuelles, TSA, etc., ils vont aller vers des organismes qui proposent des formations plus spécifiques, effectivement. Je prends l'exemple du TSA, on a quand même pas mal d'organismes très spécifiques sur l'autisme en Belgique qui sont très développés, qui proposent des formations. Et donc je pense que le professionnel aguerri et qui souhaite vraiment se former peut vraiment faire les choix les plus adéquats pour sa formation. Merci beaucoup. Je pense qu'on est parfaitement dans les temps. Et donc du coup, on va passer à la... Merci.